Alors, bonjour à tous, merci pour votre présence à ce point presse sur la situation en matière d'ordre public sur le département du Morbihan que nous menons conjointement avec monsieur le procureur de Lorient, qui représente également monsieur le procureur de Vannes, qui ne peut malheureusement pas être présent avec nous, et en présence donc du colonel de gendarmerie et du commissaire général. Premier élément peut-être de bilan, 2020, donc année forcément atypique, vous le savez, année marquée par la crise sanitaire avec 2 périodes de confinement de la population, du 17 mars au 10 mai, puis du 30 octobre au 14 décembre. Forcément, ce bilan de l'ordre public dans le département du Morbihan que vous présentons aujourd'hui a été très largement impacté par cette situation sanitaire, avec des indicateurs de la délinquance enregistrés par les services de police et de gendarmerie qui sont globalement en recul sur l'année 2020, à l'instar de ce qui se retrouve sur le territoire national. Année néanmoins de forte mobilisation des forces de sécurité, puisqu'elles ont eu à la fois à gérer cette crise sanitaire, et en particulier en ce moment sur tous les contrôles qui sont liés à la mise en place des mesures sanitaires, et en même temps à mener de front un engagement très fort sur l'ensemble des théâtres classiques d'opération. Un chiffre à titre d'exemple sur le taux d'élucidation qui, côté des DSP, est cette année à plus de 48%. Il était à 41% en 2019. Et côté gendarmerie, il est à presque 39% contre 37% en 2019. Donc vous voyez, l'engagement des forces de sécurité est resté plein et entier dans ce domaine. Alors sur les principaux indicateurs, donc on peut distinguer en premier lieu les atteintes volontaires à l'intégrité physique. C'est le seul indicateur qui en 2020 a connu une légère hausse et non pas une baisse. Hausse dans le département de 4%, qui est liée en grande partie à la thématique des violences intrafamiliales, qui malheureusement ont connu une hausse notable au cours de cette année. Pour vous donner un chiffre, et vous aurez les éléments dans le dossier de presse qu'on vous a remis, en 2020, on a eu 2091 victimes de vifs à déplorer dans le département, avec donc une hausse assez notable, en particulier en zone gendarmerie, plus 31%, et en zone police, une hausse un peu moins forte, mais néanmoins réelle, plus 17%, notamment assez marquée chez les mineurs. C'est un phénomène assez notable sur ces zones en termes d'agression et de harcèlement sexuel. Alors, ces chiffres qui dénotent par rapport aux chiffres en baisse que l'on évoquait, ils sont liés en partie au confinement. On l'a constaté notamment sur le premier confinement qui a entraîné une hausse malheureusement de ces faits. Ils sont liés également aux suites du Grenelle qui a été consacré au sujet, et on ne peut que s'en réjouir quelque part, à une forme de libéralisation de la parole des victimes qui aujourd'hui n'hésitent plus ou hésitent moins à porter plainte sur ces faits de violence intrafamiliale et de violence sexuelle. C'est un sujet qui a été pris très à cœur par le département, alors par l'État bien évidemment, mais aussi par les collectivités et par le ministère de la Justice et les procureurs, avec beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place cette année. Je ne les énumérerai pas forcément toutes, mais en ce qui concerne les principales, donc j'aimerais souligner le déploiement des intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie. C'est un dispositif qui marche extrêmement bien. Nous en avions une sur Vannes, aujourd'hui nous en avons 4 sur le département qui sont cofinancés par l'État et par les collectivités, en particulier par le conseil départemental. Et ces intervenantes qui sont en zone police et gendarmerie assurent à la fois le premier accueil social, l'écoute, l'orientation, et favorisent notamment le lien entre l'univers associatif et l'univers des forces de sécurité. Par ailleurs, autre dispositif qui a été mis en place, donc la cellule opérationnelle VIF, qui s'est réunie au niveau du département pour la première fois le 15 septembre 2020. Il s'agit vraiment d'avoir une possibilité de suivi opérationnel ici des victimes de violences conjugales, en associant dans cette cellule l'ensemble des acteurs concernés, à savoir la préfecture, les procureurs bien évidemment, les forces de sécurité, les associations, et de pouvoir traiter des cas individuels et spécifiques et favoriser la cohésion entre l'ensemble de ces acteurs. Et puis je citerai également donc parmi les mesures qui ont été mises en place cette année, le point d'accueil éphémère qui a été mis en place au Carrefour K2 de Lorient, qui sera pérennisé en 2021. On a eu une confirmation des crédits disponibles sur ce point. La hausse des hébergements pour les femmes victimes de violences, on a eu 37 places qui ont été créées à Vannes, Auray et Lorient, 21 qui vont être créées prochainement, donc une hausse de 58 places sur le département. Le fait que nous avons été retenus dans le cadre de l'appel à projet pour la prise en charge des auteurs de violences, avec une initiative qui sera portée par la Sauvegarde 56
et l'AIS 35 qui se déploie depuis le 1er janvier pour prendre en charge ces auteurs de violences. Et puis toute une série de dispositifs d'alerte qui ont été mis en place, numéros verts dédiés, dispositifs en pharmacie. Donc il y a eu un effort extrêmement conséquent porté sur le département, sur cette thématique qui reste une priorité pour nous. Alors en ce qui concerne le deuxième indicateur, la baisse des atteintes aux biens, j'irai plus rapidement, vous verrez qu'elle est marquée par une baisse importante de 21% et notamment une forte diminution des cambriolages et des vols liés aux véhicules, avec ici bien évidemment un facteur lié en partie au confinement. Cette baisse très forte, on la retrouve aussi au niveau des escroqueries et des infractions économiques et financières, puisque nous avons eu donc une diminution de 9% sur ces phénomènes, avec néanmoins un phénomène notable sur lequel les forces de sécurité se penchent de plus en plus, qui est la montée en puissance du numérique, bien évidemment, et des risques d'escroquerie liés à ces nouveaux modes de communication. L'autre point sur lequel je souhaite insister, c'est le cas spécifique de la lutte contre les stupéfiants. Donc, vous le savez, un plan de lutte contre les stupéfiants a été présenté en septembre 2019. Ça a été une priorité nationale du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. C'est une priorité qui est portée également par le préfet et les procureurs sur le théâtre du département. Là aussi, donc, nous avons eu un investissement très fort au cours de cette année, avec des résultats extrêmement positifs et satisfaisants. De nouveaux dispositifs qui ont été mis en place, ce sont les amendes forfaitaires délictuelles, donc qui permettent, comme vous le savez maintenant, de mettre une amende forfaitaire aux consommateurs de drogue rentrant dans un champ. Alors je laisserai monsieur le procureur peut-être venir en détail si vous avez des questions sur le champ exact des personnes concernées, puisque ce sont les procureurs qui, dans le cadre légal, peuvent préciser le champ des personnes ciblées. Ce dispositif a donné lieu à 157 amendes forfaitaires au 31 décembre 2020, ce qui est un résultat assez positif et ce qui contribue bien évidemment à freiner ici un des problèmes clés qui est bien évidemment la consommation. Il ne s'agit pas simplement de lutter contre les réseaux, mais aussi contre la consommation. Par ailleurs, donc, en termes de saisie de drogue et de démantèlement et d'interpellation, là aussi des indicateurs très positifs. Donc, vous aurez là aussi le détail des chiffres. Sur les quantités de drogue saisies par les forces de l'ordre en 2020, on est à plus de 91 kg de cannabis, 712 pieds de cannabis, plus de 9 kg de cocaïne, plus de 5 kg d'héroïne, 338 sachets d'ecstasy et beaucoup d'interpellations également. 718 personnes mises en cause ont été interpellées. En ce qui concerne donc la saisie des avoirs criminels, nous sommes sur 500 000 € de saisie des avoirs criminels sur le département. Là aussi, cela tient donc à un investissement très fort des forces de sécurité, avec une réorganisation à la clé pour arriver à cette fin, en particulier au niveau des circonscriptions de la DDSP, avec la création d'un groupe de sécurité de proximité à Lorient, la création d'un groupe d'appui juridique à Vannes, et la mise en place d'effectifs renforcés sur cette thématique de la lutte contre les stupéfiants, qui ont permis d'atteindre ces résultats encourageants et qui, je pense, sont salués par les élus et la population, qui ont permis des avancées notables en la matière. Dernier grand élément sur lequel je m'attarderai rapidement, c'est la sécurité routière. Donc là aussi, un bilan très atypique lié à l'année 2020, avec, et on ne peut que s'en réjouir, une forte diminution du nombre de tués. Nous sommes à 32 tués pour 2020 contre 53 en 2019. Alors cette chute est bien évidemment liée à une diminution du trafic routier. Néanmoins, ce que l'on observe, c'est que cette baisse n'est pas aussi forte dans tous les départements du territoire national, ce qui montre qu'il y a aussi là l'efficacité de politiques qui ont pu être menées, qui a contribué à l'amélioration de cet indicateur. Alors sans surprise, vous en verrez le détail, les 0-17 ans et les 18-24 ans restent assez fortement concernés par cette mortalité routière. En termes de catégories de véhicules touchés, ce sont beaucoup les véhicules légers et les véhicules utilitaires. On peut noter que les deux roues ont été assez peu touchés, alors même qu'ils constituent souvent une cible relativement vulnérable. On a 3 motoscooters au total en 2020 qui ont été concernés. Sur la nature des infractions, un des points saillants que nous avons pu relever, c'est la montée en puissance de grandes infractions de vitesse que nous avions déjà évoquées, alors qui interviennent comme cause principale ou secondaire de la mortalité. On a 4 tués à la vitesse en cause principale, mais on a 10 cas sur les 11 accidents liés à l'alcool stupéfiant où la vitesse est également présente. Surtout, comme vous pourrez le voir dans le détail, ce que l'on peut relever, c'est que les suspensions pour cause de vitesse ont fortement augmenté. Nous avons eu 180 suspensions pour cause de vitesse
une hausse de 20%. Donc on voit qu'à ce niveau-là, là aussi, le confinement a contribué à modifier d'une certaine manière le caractère dangereux de la conduite sur les routes, en particulier lié à cette vitesse. Cette politique de sécurité routière, ça reste là aussi une priorité qui est à la fois menée dans un sens répressif par les forces de sécurité intérieure, mais aussi dans un sens pédagogique par la sécurité routière de la préfecture du Morbihan, en lien, et je tiens à le saluer, avec les communes. Nous sommes un des départements où nous avons des référents sécurité routière dans toutes les communes, qui restent très mobilisés aussi sur ce sujet. En termes de dispositifs, cette lutte contre l'insécurité routière repose en particulier aussi sur les fameux EAD, les éthylotests anti-démarrage, dont on continue d'un point de vue administratif à déployer le dispositif. Vous verrez qu'on a eu en 2020 180 EAD administratifs. C'est un dispositif assez intéressant dans la mesure où il permet d'éviter la suspension pure et simple du permis et de permettre à la personne de conduire tout en assurant le contrôle d'un risque d'alcoolémie éventuel. Voilà, en grande synthèse, donc les grandes priorités, les grands chiffres de l'année. Vous l'aurez compris, nous avons cette priorité très forte qui reste autour des violences intrafamiliales, une interrogation, ou en tout cas un suivi sur la question de la délinquance des mineurs qui reste un sujet d'attention particulier, et puis un suivi qui reste aussi fort sur cette thématique de la sécurité routière, où nous avions des chiffres particulièrement mauvais en 2019 et que nous avons fortement améliorés. En conclusion, évoquer simplement le fait que vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance qui a été adoptée par le gouvernement en 2020. Cette stratégie fera l'objet d'une adaptation départementale avec, dès cet après-midi, un comité départemental de la prévention de la délinquance qui se tiendra sous la présidence du préfet et qui aura pour but de décliner à travers 3 groupes de travail cette stratégie, avec des groupes de travail qui seront justement consacrés aux thématiques clés que je viens de vous évoquer, l'un sur les publics vulnérables, en particulier les violences intrafamiliales, un deuxième sur les jeunes, les publics de la délinquance jeune, et puis un dernier sur la gouvernance en matière de prévention de la délinquance, et notamment l'association des citoyens. C'est un sujet important, je vous l'ai souligné à diverses reprises. Le travail se fait en partenariat avec les collectivités qui sont fortement mobilisées sur ce sujet, et nous cherchons également à renforcer les liens avec les citoyens qui sont des acteurs clés, bien évidemment, de cette politique de prévention de la délinquance. Voilà, de manière un peu synthétique, les éléments, et je laisse tout de suite monsieur le procureur faire son bilan sur cette thématique vue des yeux de la justice. Merci, monsieur le directeur. Je ne reprendrai évidemment pas les chiffres que vous venez d'égrener, qui sont tout à fait compatibles avec ce que nous avons. Je tiens d'abord à saluer chacune et chacun, monsieur le directeur départemental, mon colonel, et à dire à quel point je partage le constat de cette année 2020 qui a été tellement paradoxale, atypique. Parce que, à la fois, on a constaté judiciairement comme factuellement la baisse mécanique de certains indicateurs, notamment routiers, ou de certaines atteintes aux biens, mécanique parce que qui disait confinement et couvre-feu disait nécessairement moins de gens dans les rues à circuler, d'une part, mais également des véhicules plus aisément identifiables et donc moins susceptibles de transporter des personnes qui allaient commettre telle ou telle infraction, atteinte aux biens, cambriolage et autres. Pour autant, si le chiffre global s'agissant des majeurs, le chiffre global des affaires nouvelles qui ont alimenté le parquet de Lorient est passé de 23 650 en 2019 à 20 750 en 2020, ce qui est une baisse incontestable, même si elle est relative, on constate déjà que les affaires poursuivables, elles, qui constituent le cœur de l'activité judiciaire, ne sont passées que de 5 980 en 2019 à 5 750 en 2020, si bien que le delta était, s'agissant des affaires poursuivables, bien moindre que celui des affaires nouvelles. Autrement dit,
le taux d'affaires poursuivables s'est avéré plus important en ratio que l'année précédente. Donc, cela signifie des affaires plus denses, plus complexes et parfois, surtout, plus violentes dans leurs conséquences. Ainsi, les comparutions immédiates, qui sont un indicateur assez évident de la réponse nécessaire, réactive, non seulement du parquet, mais aussi de la justice, sont passées de 130 en 2019 à 159 en 2020, donc une augmentation nette pour le coup, outre 10 comparutions à délai différé, qui constitue un dispositif judiciaire nouveau qui n'existait pas précédemment, ce qui porte en réalité les réponses de type comparution immédiate à 169 au lieu de 130. C'est loin d'être négligeable. Corrélativement, on constate, et c'est assez logique, que nous nous sommes adaptés à la situation sanitaire en favorisant des poursuites simplifiées, je veux dire, en la forme non pas de l'efficacité, réponse correctionnelle, mais en revanche de la façon dont on pouvait rendre certaines des décisions, dans le cadre évidemment procédural et légal possible, savoir par l'ordonnance pénale. L'ordonnance pénale, c'est ce qui permet, sans audience, de rendre des décisions correctionnelles et soit de les notifier par recommandé, ce que nous ne faisons pas, soit de les notifier par délégué du procureur, ce que nous retenons à l'Orient. Et ainsi, à ce titre, nous sommes passés de 1130 en 2019 à près de 1300, 1293, en 2020. Donc une augmentation, là aussi, notable. La saisine des juges d'instruction est passée de 59 à 89, augmentation assez sensible. Les alternatives réussies sont passées de 1769 à 1957, augmentation là aussi. Et le taux de réponse pénale est passé de 95,05% à 95,28%. Vous me direz, très faible différence, néanmoins, dans le sens là aussi de l'augmentation. Et cette augmentation globale, on la retrouve chez les mineurs, puisque si les affaires poursuivables ont été stables les concernant, 659 en 2019, 640 en 2020. À 19 près, c'est équivalent. Les poursuites, elles, comme pour les majeurs, ont augmenté, 194 à 208. La saisine, corrélativement des juges des enfants, 186 à 197. Les alternatives réussies, 291 à 372. Et du coup, une réponse pénale, elle aussi, à 95%. Ce que je tire de ces chiffres un peu bruts, c'est le fait que si en volumétrie, les affaires ont donc connu un mécanique repli induit par la situation sanitaire globale que j'indiquais et au repli, au reflux de certains contentieux dits de masse, la route, qui habituellement représente tout de même 38% de nos affaires nouvelles, annuelles, et les atteintes aux biens, dites crapuleuses également, eh bien, les autres, elles, ont été plutôt dans le sens de la hausse, et notamment les atteintes aux personnes non crapuleuses, en particulier intrafamiliales, conjugales, source de la plupart de nos comparutions immédiates, mais également de nos convocations à bref délai avec placement sous contrôle judiciaire et de nos comparutions à délai différé. Densification donc de la complexité des affaires, plus d'ouverture d'informations, je l'ai dit, et également pas d'affaiblissement de la garde à vue en zone police, au contraire, progression en zone police à l'Orient, et des chiffres en fléchissement au niveau de la compagnie de Pontivy, et en revanche stable au niveau de la compagnie de l'Orient. Si bien que
globalement et tout confondu, sur l'Orient, nous avons eu autant de gardes à vue en 2020 qu'en 2019. Les stupéfiants ont été une source non négligeable de notre activité. Je parle de la lutte contre les stupéfiants, bien sûr. Lutte contre les stupéfiants qui doit s'exprimer à plusieurs niveaux à notre sens. Savoir sur le terrain, au quotidien, et notamment dans les zones de consommation, d'approvisionnement ou dites d'îles de rue, cela va sans dire, il faut pouvoir entraver l'activité de ces trafics, mais au-delà de ces questions d'alimentation des consommateurs, il faut évidemment s'intéresser plus haut à la tête des organigrammes et au démantèlement de véritables réseaux, souvent transdépartementaux et bien sûr, vous le savez, transnationaux. À ce titre, deux affaires assez emblématiques ont alimenté la juridiction lorientaise, puisque en juin, sur commission rogatoire, a pu être menée à bien une opération conséquente et la saisie, mais nos chiffres ne sont pas discordants, je pense qu'ils sont simplement différents du fait que ces saisies intervenaient dans le cadre de commissions rogatoires, de 1 200 000 € rien que dans cette seule affaire, 1 200 000 € sous la forme de produits, d'une part, d'espèces, d'autre part, et également d'avoirs criminels sous forme de voitures de luxe, de bijoux, et j'en passe. 1 200 000 €, c'est assez considérable et en tout cas très significatif. Cela montre non seulement les possibilités, et heureusement, de nos services enquêteurs que je salue, et dont je salue l'investissement sans faille, mais également, et réciproquement, l'inventivité, l'ingéniosité des trafiquants qui, grâce à cette économie parallèle, cherchent évidemment à réinjecter les fonds dans des activités illicites ou parfois de blanchiment, contre lesquelles il faut lutter aussi, puisque cela réalimente là aussi, en principe mécaniquement, ce contre quoi nous nous employons de lutter, d'autres versants de la délinquance et de la criminalité, comme d'autres formes de trafic, comme parfois celui des êtres humains, la prostitution, comme également certains cambriolages, comme également les associations de malfaiteurs en vue de, alors là, l'imagination de ceux qui perpètrent ces crimes et ces délits a rarement de limite, hélas. Mais, comme je le disais, nous nous adaptons, et la preuve, c'est que fin 2020, une autre procédure a permis le démantèlement très rapide, initié début décembre, et opération très fructueuse mi-janvier, un mois et demi, a permis de non seulement localiser 10 kilos d'héroïne et également de neutraliser une partie du réseau dont s'agit avec plusieurs armes de poing, des grenades et un certain nombre de munitions type Kalachnikov, 9 mm, 7,62 et j'en passe. Cette affaire reste en cours, comme la précédente d'ailleurs, mais montre à quel point nous devons aussi impérativement être présents sur ce volet judiciaire de l'investigation qui, certes plus chronophage et de longue haleine, est indispensable pour lutter contre la criminalité et les criminalités, devrais-je dire, organisées. Je répète, et ce n'est pas galvaudé, ce n'est pas parce que nous nous trouvons ici, mais c'est mérité que les enquêteurs, tant de police que de gendarmerie, doivent être ici salués, parce que c'est grâce à leur opiniâtreté, à leur investissement, et croyez bien que cela dépasse les heures ouvrables, c'est la nuit, c'est le week-end, ce sont les vacances, où ceux-ci permettent d'élucider de telles affaires, de remonter à des réseaux et de permettre ensuite de les poursuivre judiciairement. S'agissant des déferrements, qui sont un indicateur également à la fois de la gravité des atteintes perpétrées et de la nécessaire réactivité des réponses judiciaires, nous sommes là aussi en augmentation en 2020, plus 7%, passant de 283 2019 à 303
2020. Je le disais, cela comprend 159 comparutions immédiates au lieu de 130, 110 comparutions à bref délai avec contrôle judiciaire et 10 comparutions à délai différé, 24 CRPC déferments contre 23 en 2019, ça c'est à peu près équivalent, mais en tout cas on est passé donc de 283 à 303 déferments, étant rappelé bien entendu que les déferments ne sont certes pas les seules réponses pénales possibles. Nous avons bien au-delà ce que vous connaissez sous les vocables de COPJ, convocation par officier de police judiciaire, les CRPC, le plaidé coupable à la française, les ordonnances pénales, donc, et bien entendu toute la panoplie des alternatives aux poursuites. Puisque nous parlons d'alternatives et d'élargir la panoplie de nos réponses, un mot sur l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle, en particulier en matière de stupéfiants. Elle a parfaitement sa place et, à mon sens, est là pour pouvoir renforcer notre arsenal. Non pas l'appauvrir au préjudice des autres réponses que nous avions antérieurement déjà, notamment les réponses pédagogiques et les stages, mais enrichir et permettre de répondre là où antérieurement il n'aurait pas été répondu. Je parle des primo-délinquants, je parle des plus jeunes ou de ceux qui sont pour la première fois confrontés à des stupéfiants et qui, de ce fait, peuvent évidemment comprendre en une amende forfaitaire délictuelle l'importance qu'il y a dans les gestes qu'ils commettent quand ils usent de stupéfiants, et qu'à ce moment-là, ils ont été rattrapés par les forces de police ou de gendarmerie. Ils doivent ainsi, forfaitairement, répondre de leurs actes. Cela fait donc partie d'un tout et nous permet chaque jour de répondre à ce qui, finalement, constitue un tissu de délinquance dont, certes, nous n'avons pas particulièrement ici dans le Morbihan à dire qu'il serait inquiétant en tendance, non. Mais en revanche, qui vicie le quotidien de nos concitoyens, qui fait que cela donne l'impression parfois d'avoir une qualité de vie qui serait moindre, qui serait exposée, ce qui, bien entendu, n'est pas le cas, mais qui surtout, nous, ensemble, devons coproduire la sécurité suffisante pour permettre d'arriver aux résultats que j'ai cités. Pour cette coproduction, je remercie chacun et je n'ai que trop parlé. Merci, Monsieur le procureur. Est-ce que, Monsieur le commissaire général, vous souhaitez ajouter quelque chose? Particulièrement, je vais répondre aux questions, si questions il y avait, monsieur. Donc, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, juste un point, enfin deux, plus précisément. Le premier, remercier l'ensemble des gendarmes de ce département et bien évidemment, je transmettrai vos remerciements, monsieur le directeur et monsieur le procureur, pour l'engagement sans relâche pendant cette année. Les chiffres, je pense, démontrent et témoignent de cette activité. La deuxième chose, je souhaitais ici également vous dire le contexte dans lequel nous avons travaillé, qui n'est jamais simple, puisque on a malheureusement constaté encore plus de violences exercées à l'endroit des forces de l'ordre, et notamment des gendarmes. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des outrages, des rébellions constatées contre nos militaires. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le contexte n'est pas facile, nous le savons, mais pour autant, les gendarmes se sont évidemment engagés sur les territoires comme il se devait. Voilà. La parole est aux questions, si vous en avez. Oui, j'avais deux questions concernant les chiffres. Tout à l'heure, en introduction, vous avez indiqué l'activité de la DDSP et du groupement de gendarmerie. Vous avez parlé de 48% et 39%, mais ça faisait référence au taux d'élucidation. Je les laisse peut-être compléter sur ce point. En ce qui concerne donc, la zone police, donc, pour la direction départementale, donc, pour l'année 2020, l'élucidation est un ratio entre le nombre de faits élucidés divisé par le nombre de crimes, et ce qui nous fait donc un taux de réussite de 48,59%.
Et ce taux qui n'a jamais été atteint dans cette DDSP montre l'engagement de l'ensemble des collègues pour le travail dans tous les domaines sur la lutte contre la délinquance. Et il est également, je dirais, important de souligner l'investissement de tous les jours qui a été mis en exergue par le directeur et par monsieur le procureur. Et je m'associe bien évidemment donc aux propos qui ont été tenus. Baisse de 15% des crimes et délits, ça correspond à combien de faits en 2020 par rapport à 2019 ? Donc en 2019, on était à 10 753 pour être très précis, et en 2020, on est à 9 110. Colonel, sur le taux d'élucidation, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, si vous voulez que je revienne sur certains chiffres, nous on a enregistré donc 9,9% de baisse, ce qui correspond à 1816 faits constatés en moins sur la zone de compétence gendarmerie. Concernant le taux de résolution, il est effectivement à 38,76%. Et encore une fois, il est lié tout simplement au travail des enquêteurs, encore une fois, qui ont aujourd'hui, on le voit, hein, on a plus d'un tiers maintenant de nos affaires constatées qui sont résolues. C'est ça la conclusion qu'il faut en tirer. J'avais une ultime question, donc monsieur le procureur, vous avez parlé des 169 comparutions immédiates ou comparutions à délai rapide. C'est sur le ressort de Lorient ou c'est que Lorient? Vous n'avez pas les chiffres de la... Je n'ai pas les chiffres de Val, je peux simplement vous dire... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, j'ai une question. Alors, les chiffres, au-delà des chiffres qui sont assez clairs, donc on est clairement dans une société violente au sein des cellules familiales. Donc, ce sont les femmes et les enfants, j'imagine, qui sont les victimes. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, donc au-delà des chiffres, de ce que ça implique comme engrenage de violence pour la suite au niveau police-justice de notre pays ? Alors, pour être bien sûr de comprendre la question, c'est est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau de la population ou au niveau des autorités ou de... Ce sont les violences qui suscitent les autres violences, ce type de violence. Enfin, on voit bien que les terroristes, par exemple, ont des profils d'enfants qui ont été maltraités. Donc, est-ce qu'il y a une prise de conscience sur ce que ces chiffres-là veulent dire pour l'avenir, en fait, en termes d'engrenage de violence ? Alors je pense, et je laisserai monsieur le procureur bien évidemment compléter, c'est une question qui n'est pas une question simple pour le coup. Je pense qu'il y a une vraie volonté de prendre en compte ce phénomène qui finalement pendant longtemps était sans doute, alors je n'aime pas le terme minoré, mais peut-être sous-évalué, sous-estimé, et qu'il y a une volonté politique justement d'affirmer que ce phénomène existait, qu'il n'était pas acceptable et qu'il y avait des difficultés très réelles pour les victimes, peut-être à cause de biais culturels ou autres, de faire la démarche de porter plainte. Et le Grenelle qui a eu lieu, qui a eu pour mission justement d'aider ces victimes à pouvoir porter plainte, s'inscrit dans cette volonté de reconnaissance de cette problématique. Et ça va de pair avec les dispositifs que j'évoquais, la mise en place par exemple des ISCG que nous avons, donc les intervenantes en commissariat, qui sont une médiation qui permettent plus facilement donc aux victimes de pouvoir s'exprimer, la mise en place de permanences dans des lieux un peu atypiques. J'évoquais la permanence du Carrefour K2, qui là aussi a à la fois une mission de sensibilisation des gens qui sont de passage, mais aussi une possibilité de recueil de ces témoignages des victimes, voire de les amener à porter plainte derrière, dans ces lieux dédiés. Donc moi j'aurais tendance à dire oui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience du phénomène, des violences sexuelles, des violences intrafamiliales qu'on voit au demeurant dans d'autres domaines, on pense au mouvement MeToo qu'il y a pu y avoir, et des conséquences que ça peut avoir en termes de coût social derrière, puisque ce sont des violences qui potentiellement peuvent donner lieu à des phénomènes de reproduction générationnelle. Donc moi j'aurais tendance à dire oui, effectivement, il y a aujourd'hui une prise de conscience, il y a une volonté d'apporter des solutions, et après il y a sans doute un travail de fond à mener, comme on le voit au regard des chiffres que l'on a pu évoquer. Du coup, parce que vous avez parlé d'une stratégie nationale de prévention de la délinquance dont vous allez discuter ensuite dans l'après-midi, c'est ça? Je peux peut-être compléter, si vous le souhaitez, le propos, monsieur le directeur, avec lequel je suis évidemment parfaitement en phase judiciairement.
c'est que ce travail de lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales, la différence que nous faisons, vous avez compris, conjugale, c'est plutôt entre mari et femme ou compagnon, alors qu'intrafamilial, ça peut concerner au-delà les enfants, les frères et sœurs, etc. Ce travail est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que ces violences ont naturellement toujours existé, de même que les violences incestuelles, mais peinaient à être révélées. Et souvent induisaient, mais peut-on parler à l'imparfait, sans doute pas, induisent encore une forte culpabilité là où on ne s'attendrait normalement pas à la trouver, c'est-à-dire de la part de la victime. Si bien que pour révéler, il faut essayer, et c'est ce que nous faisons depuis maintenant quelques années, des années, faciliter l'expression de la parole. Sauf que, je disais que c'est de longue haleine, parce que ça ne va pas d'un seul coup permettre à chacun d'exprimer ce qu'il subit une fois que portes et volets sont refermés. Et très souvent, à la faveur notamment d'addiction, stupéfiants, alcool, un problème également certainement de culture globalement, c'est-à-dire d'être sensibilisé dès le plus jeune âge à l'égalité entre un homme et une femme, ce qui paraît une évidence, mais nécessite d'être rappelé au respect de l'autre. Et finalement, au vivre ensemble, eh bien, fait que ce type de fait se reproduit encore, chacun ayant, sans doute à tort, surtout dans ce domaine, assurément à tort, l'impression d'être maître chez soi quand il a refermé, comme je le disais, ses portes et ses fenêtres. Sauf que on constate que très souvent, il y a une forme de dérive sociologique qui fait que les frustrations qui peuvent être subies au dehors s'expriment plus aisément à l'intérieur des domiciles et ont comme exutoire la proximité, hélas, celle des enfants, celle de l'épouse. C'est, peut-on dire, une forme de violence d'opportunité, c'est-à-dire qu'ayant ainsi leurs proches sous la main, ils les utilisent pour donner libre cours à cette colère qui peut être en eux. C'est là que l'on perçoit encore mieux que c'est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que c'est bien sûr un traitement judiciaire, mais aussi, bien entendu, beaucoup de prévention, traitement psychologique, psychiatrique, ce pourquoi, non seulement nous avons mis en place à Lorient des audiences dédiées concernant les agresseurs conjugaux, pour permettre, à raison de 12 dossiers mensuels, à plusieurs, souvent dans des situations relativement similaires, d'être jugés un même jour, donc d'entendre la problématique de l'autre, mais aussi aux victimes de se retrouver non pas à côté d'un dealer, d'un voleur, mais entre elles, de voir qu'il y a des histoires semblables à la leur et qu'il y a d'autres culpabilités, entre guillemets, ressenties par d'autres et d'autres chemins, sans doute un peu de croix, effectués par d'autres pour pouvoir libérer leurs paroles et s'exprimer finalement devant une juridiction. Donc, aussi bien les mises en cause que les victimes se retrouvent ensemble. Parallèlement, et à la suite notamment de la visite de la ministre déléguée Elisabeth Moreno le 14 août 2020 au GHBS, le groupe hospitalier donc, de Bretagne Sud, nous avons l'ambition d'instituer dans le Morbihan une unité médico-judiciaire départementale. Vous allez dire, mais il y a déjà une unité médico-judiciaire. Oui, mais elle n'est que d'accompagnement médico-judiciaire, c'est-à-dire que pour l'instant, elle est morcelée et nous n'avons pas une compétence départementale pour permettre les examens de victimes. L'ambition, c'est donc de pouvoir, avec l'aide de l'État, et nous savons que nous l'avons, et du préfet, avec l'aide du groupe hospitalier, évidemment, et des médecins, notamment du docteur Supply, pouvoir, et de l'État, parce que le financement est quand même dans tout, pouvoir atteindre ce résultat. Et puis, ça passe par la création qui existe aussi bien en police qu'en gendarmerie de cellules dédiées à la protection des familles, et également
aux intervenants sociaux qui désormais sont auprès tant des commissariats que des compagnies de gendarmerie, ce qui là aussi permet d'avancer. Mais vous comprenez que ce travail, finalement, il continue à se construire grâce au Grenelle, mais au-delà du Grenelle, et que, là encore, un projet qui, je l'espère, adviendra en 2021, ce sera de la création de ce centre pluridisciplinaire d'accueil et de suivi des auteurs de violences conjugales pour pouvoir, au-delà des condamnations judiciaires, les prendre en charge de manière à éviter les récidives. Donc oui, on le mesure, l'enjeu, je crois. Mais là, vous parlez de une fois que le mal est fait, mais comme vous aviez évoqué la prévention de la délinquance. La prévention, c'est l'éducation. Avant, ce sont toutes ces actions que nous menons, mais également, par exemple, le téléphone grave danger, qui permet à des victimes de bénéficier du dispositif avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, et dès que des signaux sont identifiés les concernant, pour les préserver. Il leur suffit alors d'appuyer sur une touche pour être directement en relation avec un service qui dispose de tout l'arriéré des risques, des adresses, etc. Et il y a aussi le bracelet anti-rapprochement, nouveau dispositif qui est en train de se déployer et qui permet de doter à la fois la victime et le mis en cause pour ne pas pouvoir s'en rapprocher au-delà d'un certain périmètre. Donc des dispositifs, oui, quand même. Je crois qu'on en a. Peut-être jamais assez, sans doute. En complément sur ce sujet, sur la prévention, vous soulignez, donc il y a deux choses. Donc, je vous évoquais tout à l'heure le schéma national de prévention de la délinquance, donc, que l'on a décliné, qui aura un volet sur les publics vulnérables. Dans ces publics vulnérables, un des publics clés sont notamment donc, les femmes victimes de violences. Va s'articuler sur ce groupe de travail un schéma qui est en cours de développement de prévention des violences sexuelles et sexistes, qui est porté notamment par la déléguée aux droits des femmes du département. Ce schéma intègre en particulier aussi des dimensions qui sont des dimensions de formation. C'est des choses que nous menons en partenariat aussi avec la DSDEN, la direction académique. Il y a une dimension, un volet à porter aussi en termes de formation des publics, notamment des publics jeunes, sur les questions d'égalité femmes-hommes, sur les questions de biais psychosociaux qui peuvent exister, et qui sont des volets qui sont également portés, qui vont bien évidemment compléter cette logique de prise en charge. Il ne s'agit pas simplement d'être, bien évidemment, comme le soulignait Monsieur le procureur, dans la réaction une fois que les faits ont lieu. On a aussi tout ce volet-là qui est en cours de développement et qui est porté sur le département, je vous dis, par la déléguée aux droits des femmes, par la DSDEN, en liaison avec notamment ce schéma. Si je peux me permettre, Monsieur le Directeur, pour revenir sur votre interrogation, et en complément de ce qu'a dit le Directeur, on a chaque jour des séances de sensibilisation et de formation dans les écoles qui sont menées par des gendarmes sur les thèmes notamment du cyberharcèlement, harcèlement sexuel, harcèlement moral. Voilà, donc c'est fait quotidiennement et je vous invite, si vous le souhaitez, à venir visiter la maison de protection des familles qui est basée à Vannes et qui s'occupe plus spécifiquement de ces thèmes-là. Puisqu'on parle de prévention, alors sur un autre domaine que vous avez évoqué, je crois que c'est ce que vous appelez en termes techniques les violences non crapuleuses. On voit se développer, c'est aussi un peu le phénomène que vous décrivez, mon colonel, avec les agressions dont sont la cible les gendarmes. On sent une tension sociétale, peut-être sociale, c'est peut-être un peu trop restrictif, mais peut-être liée à la crise sanitaire. Et on voit bien qu'il y a une multiplication de phénomènes de tension ou de violence au niveau, alors pas seulement des jeunes, mais d'une manière générale dans la société. Est-ce que c'est un phénomène que vous mesurez et pour lequel il y a des mesures qui sont imaginées pour l'après-crise ? Peut-être en premier élément de réponse, j'aurais tendance à dire que paradoxalement, moi je trouve que il y a finalement, au regard de la contrainte sociale qui a dû être imposée sur cette année, puisque nous sommes maintenant à une année de crise Covid et de mesures sanitaires,
une société qui reste relativement apaisée et dans la volonté de porter cette lutte commune contre le virus. Je laisserai bien évidemment les forces de sécurité compléter, mais je pense que c'est quand même un point notable. On le voit, il y a bien évidemment une lassitude que l'on comprend parfaitement. Il y a eu des mouvements ponctuels, j'ai envie de dire parfois catégoriels, pour faire comprendre les difficultés rencontrées qui sont indéniables par certains secteurs économiques, avec la difficulté, on pense au monde des restaurateurs, on pense au monde de la culture, qui ont porté ces mouvements. Mais quand on regarde rétrospectivement par rapport, alors sans comparaison, mais à la période des Gilets jaunes, à la période qu'on a pu avoir de mouvements contre les retraites, cette année sanitaire, finalement, a montré la capacité de solidarité de l'ensemble des Français sur le territoire. Après, oui, c'est vrai que je pense qu'au quotidien, et les forces de sécurité le compléteront, on peut rencontrer une exaspération ponctuelle, voire des refus aussi de principe par rapport à certaines mesures sanitaires qui apparaissent disproportionnées, comme des atteintes trop fortes aux libertés. Mais il me semble, en tout cas au jour d'aujourd'hui, que ces éléments d'opposition restent des éléments un peu plus ponctuels qu'on pourrait en avoir l'impression. Après, il est vrai qu'il y aura une vraie question au niveau du déconfinement en termes d'accompagnement pour des secteurs économiques qui aujourd'hui sont des secteurs plus ou moins à l'arrêt, portés par un système d'aide, et va se poser la question, tôt ou tard, de la mise en dégressivité de ces aides et donc de l'accompagnement, et on aura peut-être là des vrais sujets d'accompagnement à porter. Monsieur le procureur peut-être, et puis après je... Très rapidement, monsieur le directeur. En réalité, je pense que, bien entendu, c'est une période éprouvante pour chacun. Je pense que, en revanche, on ne peut que constater qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui font énormément d'efforts pour respecter, se plier à ce qui peut être décidé nationalement d'une part, et pour finalement être solidaire de chacun, y compris donc des plus âgés. Pour autant, notre travail collectif, c'est de maintenir des équilibres. Et il était évoqué à l'instant la perspective de difficultés économiques, nous le savons, nous l'anticipons, et je ne saurais trop rappeler qu'à cet égard, les tribunaux de commerce peuvent être véritablement une aide. Ils ne doivent pas être vécus par les entrepreneurs ou les commerçants comme des censeurs d'une activité, ou plutôt d'un échec d'activité. Ils sont aussi vecteurs de protection et de sauvegarde. Avant toute chose, on peut se placer sous la sauvegarde du président du tribunal de commerce quand on pressent des difficultés économiques. Et s'il advient de telles difficultés pour des entreprises et des commerçants à l'issue des aides gouvernementales, il sera important que ce réflexe soit perçu comme une aide de la part des tribunaux de commerce, se placer sous leur sauvegarde, avant qu'effectivement l'activité soit définitivement compromise. Monsieur le directeur. Alors, pour les services de police, donc effectivement, on constate que dans le cadre des contrôles, on a une certaine lassitude de nos concitoyens qui globalement respectent dans leur grande majorité donc les mesures qui ont été prises. Donc les données statistiques sur les blessés en service, je ne les ai pas ici, mais manifestement, si on devait comparer donc l'année 2020 étant une année un peu atypique par rapport aux autres années, donc elle ne serait peut-être pas dans le sens d'une évolution favorable, mais on constate qu'on a quand même régulièrement des fonctionnaires qui sont blessés dans les interventions. On s'aperçoit également dans les quartiers sensibles de la zone police des prises à partie de jeunes délinquants par notre activité, parce que notre activité et la présence policière dérangent et montrent qu'on a vraiment des facteurs de violence. Et il existe, pour pouvoir combattre et pour répondre à la question qui était posée, un certain nombre d'infractions et donc les services de justice suivent donc les infractions qui peuvent être relevées. Je pense aux outrages, je pense aux violences aux autorités, aux forces de police. Colonel. Revenir sur ce que j'ai dit peut-être tout à l'heure. Les tendances depuis quelques années sont quand même à une augmentation manifeste des violences, des outrages, des rébellions exercées à l'endroit des forces de l'ordre. Cette année 2020, encore une fois, s'est inscrite dans cette tendance-là. Pour autant, ce que l'on a constaté, c'est qu'effectivement le comportement de la population, globalement, a été satisfaisant. Il n'y a pas eu de difficulté. On a juste quelques récalcitrants pour lesquels le comportement s'est désinhibé. Donc ça a peut-être exacerbé
ou encourager ceux qui voulaient passer à l'acte, encore une fois. Mais ça reste minoritaire, c'est bien heureux pour nous, par rapport à la majorité de la population qui s'est parfaitement bien comportée. Voilà. Je pensais notamment à un certain nombre de jeunes qui se trouvent un peu en difficulté. Alors, on en parle beaucoup, même au plan national, mais on peut le constater aussi sur notre territoire, dans certaines villes qui ne sont pas habituées à ce genre de situation. Et je sais qu'il y a des organismes sociaux qui s'inquiètent justement de la situation psychologique des jeunes à l'issue de cette crise sanitaire. Et c'est aussi vers ce domaine-là que portait ma question. Non, vous avez raison, je pense que ça a été une année particulièrement rude pour la jeunesse, qui a été une des plus impactées. Ça renvoie au demeurant, j'évoquais la stratégie nationale de prévention de la délinquance, le sujet des mineurs constitue une priorité aujourd'hui pour le gouvernement et sera une priorité aussi au niveau du département. On a effectivement des phénomènes qu'on a pu constater de hausse sur certains phénomènes de délinquance, de cette délinquance jeune, et c'est un sujet qui est suivi aussi au niveau des écoles par la DSDN. C'est sûr que le contexte actuel a pu avoir un impact en plus accru, et ça sera une des thématiques clés sur lesquelles on va, d'ici à l'été et la conclusion de cette déclinaison départementale de la stratégie nationale de la délinquance, avoir une attention particulière, effectivement, parce que c'est un vrai sujet. D'autres questions? Dans ce cas, on vous remercie pour votre présence et on reste à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires sur les éléments qu'on vous a fournis.